très enthousiasmés, en tout cas, de partager cette passion que nous avons tous en commun. Que ce soit donc, pour ceux qui tenaient les stands, qui sont avec moi pour les conférences, et surtout du fait qu'on puisse le partager avec le plus grand nombre possible. Donc, en tout cas, pour tout ce que vous avez des stands, vous allez avoir des conférences, des experts qui vont pouvoir vous partager tout leur savoir, leur expérience, et surtout discuter des thématiques qui nous sont aussi très importantes. Donc, pour ne pas faire beaucoup trop long, on va tout de suite passer à la première conférence très bientôt. Donc, on va laisser donc, nos chers partenaires, etc., qui vont pouvoir nous se présenter à nous. Et on espère que vous avez passé un très très bon forum. Merci beaucoup, Chérif. Effectivement, on va avoir une belle après-midi ensemble. Je vais pouvoir présider certaines conférences et Chérif également à la fin de la journée. On va avoir plusieurs thèmes de conférences, notamment les moteurs de carrière, qu'est-ce qu'on peut faire en e-sport, tout simplement. Après, on va évidemment parler de la santé en e-sport, puisque ça reste important. L'inclusion, puisque c'est aussi pour ça qu'on est là. Comment inclure tout le monde dans l'e-sport. Et on finira par l'éducation dans l'e-sport et comment le mêler. Puisque aujourd'hui, on sait mêler très bien tous les sujets. J'aimerais remercier le CMJ et la mairie d'Aulnay qui sont à nos côtés, et merci à eux de nous avoir permis d'organiser ce forum-là dans tout cet après-midi. Est-ce que vous voulez peut-être dire un petit mot ? Écoutez, merci à toi Nathan, merci à Chérif et merci à Freeplay pour l'organisation, l'aide que vous nous avez apporté pour l'organisation de ce forum qui, on le sait, s'est fait assez rapidement. Donc merci de votre réactivité. Merci donc à tous les conférenciers, merci aux stands qui sont déjà présents, qui sont là en train, je vois, d'accueillir, de répondre déjà à des questions. Donc c'est vrai qu'on se souvient de l'époque où on disait à tous le gaming c'est sympa, mais maintenant on va te trouver un métier. Maintenant, on va te trouver un métier, maintenant, on va trouver de meilleures choses à faire. Aujourd'hui, on le sait, le gaming, c'est un grand sujet, c'est un sujet très sérieux. On le voit derrière chaque stream, derrière chaque vidéo, derrière chaque événement. On a des dizaines de métiers, des dizaines de moteurs de carrière qui sont là. On a certes, on a les conférenciers, on a des journalistes, on a des caméramans, on a des régisseurs et encore d'autres. On a énormément de métiers qui sont donc en lien avec tout ça. Donc merci à tous ces gens qui sont venus pour répondre aux questions des jeunes qui vont arriver, qui sont déjà là pour poser des questions, pour se renseigner sur les avenirs avec les parents. Merci à tous d'être là. Encore merci donc à Freeplay de nous avoir aidé à organiser cet événement, d'avoir ramené toutes les associations. Et merci à la ville d'Aulnay-sous-Bois qui nous permet aujourd'hui d'être dans la salle de Chanteloup, qui nous permet donc de lancer l'événement. Et je vous passe la parole. Bonjour à tous. Donc, Franck Canaroso, adjoint au maire à Aulnay-sous-Bois. Vous aurez Bruno Béchiza qui viendra dans l'après-midi vous parler de l'importance de ce sujet et de ce qui est fait aujourd'hui. Merci évidemment alors, au Conseil municipal des jeunes qui est à l'initiative. Merci à toi d'avoir lancé ce sujet. Ce qui est intéressant, et vous le voyez, c'est qu'ils ont fait ça avec leur petite main, leur jus de cerveau, et on voit que très vite, on arrive à mettre des choses en place. C'est une première, c'est un démarrage, il ne faut pas être trop exigeant sur le résultat. Ce qui compte, c'est de commencer à lancer le mouvement. On sait très bien que dans la vie, dès qu'on lance quelque chose, le plus dur, c'est de démarrer. Et bien, très bien, bravo à tous. En tout cas, tous ceux qui sont là ici, je vois mes équipes également qui sont présentes, avec toutes les équipes qui sont sur les stands, merci d'être venus. Vous allez commencer une aventure, c'est ça qui compte, c'est de s'inscrire dans le temps. C'est comme quand on joue aux jeux vidéo, souvent il y a des niveaux où qu'il faut atteindre. Ben voilà, on est au premier palier, donc on démarre, c'est très bien. Pour les jeunes qui sont ici, je vois des mamans aussi qui sont venues. Ce qui est intéressant de retenir, c'est que l'objectif de la ville, c'est à travers ce forum, c'est d'expliquer que les jeux vidéo, c'est effectivement pas seulement un loisir, mais on peut aussi passer de la consommation à la création. Et donc oui, il y a beaucoup de métiers. Aujourd'hui, c'est un marché de dizaines de milliards dans le monde. Et donc ça veut dire qu'effectivement, il y a énormément de métiers qui vont de la création à la diffusion, à la conception des jeux, mais aussi des machines qui vont autour. Et donc, ce qui compte aujourd'hui, c'est de montrer un peu ce panorama qui permet de faire naître peut-être des vocations, ou en tout cas de faire comprendre que derrière un écran, ça paraît très très simple sur son téléphone ou sur son ordinateur de faire marcher un jeu et on veut ça va pas assez vite, on voudrait que ça aille plus vite, mais c'est important de comprendre que derrière tout ça il y a des gens qui ont réfléchi, qui ont créé,
qu'on suait des heures pour arriver à ce résultat. Donc voilà, quand on utilise quelque chose qui paraît super facile, il faut avoir conscience que derrière, il y a beaucoup de travail. Dans la vie, il n'y a rien qui ne se fait sans travail. Jouer, c'est pareil, c'est certes un loisir, mais c'est aussi une activité qui développe aussi des capacités. Et donc, merci à vous d'avoir lancé cette initiative. Monsieur le maire dira tout à l'heure tout le bien qu'il pense de cette initiative et du travail du Conseil municipal des jeunes notamment, qui lance justement un certain nombre de nouvelles choses, avec des partenaires qui sont ici présents. Et donc, je vous souhaite bonne chance pour cette journée, même si c'est les vacances scolaires, c'est ça ? Voilà, bon, on n'a pas choisi la date la plus facile, mais en tout cas, pour ceux qui auront fait des efforts pour venir, c'est en tout cas un signe de vitalité de notre ville et des acteurs de la ville pour faire fonctionner à la fois les rêves des enfants, mais aussi des plus grands. Merci. Messieurs, merci beaucoup. Je vous laisse quitter l'arène pour notre première conférence. Je vais inviter Jules Marcillot et Eric Eluec. Installez-vous, je vous en prie. Installez-vous, les amis. Monsieur Franck Canaroso nous a parlé de moteur de carrière et nous a parlé de beaucoup de choses au niveau des carrières. Et justement, eh bien vous pouvez nous parler de ces carrières en e-sport et savoir comment on peut créer des métiers dans l'e-sport. Alors, l'e-sport, c'est un secteur quand même qui offre des nombreuses opportunités professionnelles, on l'a dit, mais on va se poser les questions de quels sont les métiers qui sont accessibles aujourd'hui en e-sport et quelles compétences on a besoin pour en parler et pour les faire, et surtout comment on intègre ce milieu qui est en pleine évolution et dont on a besoin d'avoir plus d'éclaircissement. Alors, je vous laisse vous présenter, Jules. Donc, bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Je m'appelle Jules, donc je travaille dans l'e-sport depuis environ 2 à 3 ans. Et avant ça, j'étais joueur du coup sur League of Legends. Donc j'ai joué dans des équipes jusqu'à un niveau en Div 2. Donc on peut appeler ça semi-professionnel. D'un point de vue plus travail entreprise, j'ai travaillé du coup chez un annonceur, donc Aldi, chez un organisateur à eSpot à Paris, et puis par la suite du coup dans 2 agences, donc une Havas qui fait partie du groupe Canal+ Bolloré, et l'autre agence Fuse qui fait partie du groupe Omnicom Media Group, qui est un groupe au niveau mondial de publicité et qui crée des campagnes marketing pour les marques. D'accord. Voilà pour ça. Donc beaucoup de travail finalement qui sont liés à l'e-sport. Ouais. Merci Jules. Cédric, pardon. Je vous laisse vous présenter. Donc moi c'est Cédric, CEO de la team TSK eSport. D'accord. Moi j'ai commencé l'e-sport entre guillemets sur un vieux jeu qui est Call of Duty 4. Voilà. Ensuite je suis passé sur Assassin's Creed. J'ai décroché de la carrière e-sportive et ensuite je me suis focalisé sur mon propre métier qui est commercial. Donc j'ai été commercial, animateur de magasin, manager, directeur, gérant. Et donc là, je compte en projet par rapport à ma team. Donc l'association, elle, a 3 ans. Et là, on est sur un projet d'ouverture d'arène. D'accord. Voilà. Vous pouvez peut-être nous en dire un peu plus ? Pas tout à fait. D'accord. On en dira peut-être plus après. Très bien, merci pour vos présentations. Justement, alors, on va parler forcément des opportunités qu'il y a dans l'e-sport, mais c'est des opportunités de carrière que vous avez pu vivre ou que vous avez pu voir, du coup pour vous Cédric. Je vais d'abord poser la question à Jules. Comment on arrive à obtenir des postes en e-sport ? Très simplement, je pense que ici ce forum c'est l'exemple parfait, mais pour moi la voie qui permet de se professionnaliser dans l'e-sport et d'avoir une première porte d'entrée, c'est l'associatif. Je pense que quelles que soient nos études, quelles que soient nos universités, nos écoles, il y a toujours la possibilité de créer des associations, de participer à des projets. Et participer à des projets liés à l'e-sport, c'est le meilleur moyen de s'ouvrir une porte vers ce milieu qui est relativement niche et qui contient quand même assez peu d'opportunités réelles. Je pense qu'il faut beaucoup travailler, faire preuve d'énormément de passion aussi.
Sans cette passion, il y a toujours quelqu'un qui travaillera plus que vous. Donc il faut se donner les moyens et il faut se créer les opportunités. Pour moi, la première porte est dans le milieu associatif. Ouais. Justement, on a un CEO ici d'une association. Comment ça se passe? Comment est-ce qu'on recrute des gens qui ont envie de s'investir dans une association e-sportive? Alors, en termes de recrutement, on a tout et rien en même temps. On peut avoir des joueurs qui peuvent vouloir s'investir, mais pas être investis réellement. Et on va avoir des personnes qui s'investissent réellement dans leur future carrière. Et dans ces cas-là, on va les prendre en charge au niveau de l'association avec des managers, des coachs, et on va pouvoir les former et les faire évoluer dans leur niveau de jeu. Et ça, donc, c'est pour les joueurs, mais évidemment, il y a tout un écosystème autour des joueurs. Et comment ça se passe pour justement recruter ces coachs, ces managers, même peut-être, puisqu'une association, c'est aussi une vraie association sous loi 1901, du coup. On a aussi peut-être du RH, voilà, comment ça se passe? Bah, c'est pas évident. Pouvoir recruter réellement, on va dire un staff, pour pouvoir encadrer toutes ces personnes en associatif, c'est pas évident. C'est pas comme un club de foot par exemple, où on va dire c'est tellement plus courant que les gens viennent d'eux-mêmes. Là pour l'e-sport c'est complètement différent. On va les avoir en entretien entre guillemets, pour savoir un petit peu ce qu'ils savent réellement faire. Ensuite, on va pouvoir les former aussi sur les différents types de métiers, comme coach, manager, régisseur par exemple, parce que nous on a toute une partie event également. Et là aujourd'hui, moi je gère à peu près 30 personnes dans le staff. 30 personnes avec un métier différent en fait. D'accord. Oui, donc 30 personnes qui font des choses différentes. Justement, alors Jules peut-être, c'est là où je vais revenir sur Jules. Vous qui avez sans doute déjà travaillé dans le domaine associatif, comment on fait de passer du domaine associatif au domaine professionnel? Alors, je pense que ça se fait notamment avec quand on fait de l'associatif, on peut souvent décrocher des fonds. Je prends l'exemple quand j'étais dans mon école de commerce, à Schema. On était dans une association où si on présentait un projet à notre administration, elle était en mesure de nous accorder des fonds. Par exemple, avec la participation à la Gamers Assembly, on a montré qu'on était capable de faire un projet où on allait avoir des retombées en termes de visibilité, en termes de popularité de l'école, etc. Et donc, c'est un projet qui avait été accordé pour que l'école défraie la participation intégrale à cette compétition. Donc je pense qu'il y a des opportunités qui sont là. Nous, par exemple, on avait une porte d'entrée avec un professeur qui était fan d'e-sport, c'était un professeur de sport, et grâce à ce professeur, on pouvait accéder du coup à tout ce pan d'administration, de fonds, etc. Donc en fait, il y a une vraie question d'arriver à identifier les bons interlocuteurs qui ont les clés en main et arriver à bien s'entendre avec ces interlocuteurs pour essayer de dénicher une opportunité. Je pense qu'il faut savoir trouver les bonnes personnes. Il y en a tout le temps. Et s'il n'y en a aucune, il faut apprendre à faire de la pédagogie sur ce qu'est l'e-sport, puisqu'en fait, on se rend compte qu'il y a peu de gens qui savent vraiment ce que c'est, peu de gens qui sont allés sur Twitch, par exemple, dans le vrai monde du travail, ou des enseignants. Et donc, ce travail de pédagogie qui est extrêmement important dans l'aspect associatif. Et alors, c'est là où je vais essayer de reprendre sur Cédric. Ouais. Vous avez des joueurs, donc, des joueurs qui jouent aux jeux vidéo de façon compétitive. Vous parlez d'opportunités. Est-ce qu'une association peut être aussi une opportunité pour les joueurs, pour que ce soit permettre de s'améliorer, aussi des fois, en tout cas, je ne sais pas vous, mais peut-être d'être payés aussi pour ce qu'ils font, et permettre aussi de faire fonctionner l'écosystème e-sportif ou pas? Oui, totalement. De toute façon, comme tous les grands joueurs e-sportifs aujourd'hui, pro, ils ont tous commencé en association. On commence tous en bas de l'échelle et on évolue. Ça, c'est pour tout le monde pareil. Donc, grâce à l'associatif, on va pouvoir faire venir un maximum de jeunes dans certains domaines et dans certains jeux vidéo. On va pouvoir dénicher ce qu'on appelle nos pépites, les futurs e-sports de demain. Et par rapport à ça, on va les accompagner, donc par le biais de managers, par le biais de des coachs.
pour pouvoir faire monter leur niveau, d'accord, et les accompagner dans l'e-sport. Là, actuellement, chez nous, on a un roster Rocket League. Donc une équipe. Une équipe complète, voilà, un roster de 3 personnes. Oui. Donc 3 joueurs e-sportifs qui s'appellent Elixit, Tider et Karian, qui sont inscrits au RLCS, donc, ce qui est quand même le championnat du monde en Rocket League. Donc là, on a fait les 2 premières Open du Qualifier 1. Là, depuis hier soir, on a attaqué l'Open 3. Et on est passé en Day 2, on va dire, le résultat était sans appel. Voilà. Et on espère aller chercher le main event. Ok, donc c'est le 3e jour de compétition. Oui. Enfin, demain sera le 3e jour. Tout à Aujourd'hui est le 2e. Pour bien comprendre, ces phases de qualification-là, elles permettent après de jouer contre des joueurs qui sont, eux, non pas semi-professionnels, mais professionnels. Tout à fait. De toute façon, dans mon équipe de 3 joueurs, on a un joueur donc, qui est Karian, qui sort d'une équipe professionnelle, qui jouait chez Solari. D'accord. Voilà. Ok, donc c'est finalement là aussi dans des associations qui n'ont pas à valeur professionnelle, qui peuvent aussi permettre de donner des carrières à des futurs joueurs, comme vous l'avez dit, des pépites, Tout à fait. qui peuvent, en fonction de leur niveau, aller en professionnel. Tout à fait. Justement, le fait d'être passé par l'association, là on est inscrit au championnat du monde, ce qui va leur permettre de faire décoller leur carrière de joueurs e-sportifs pro et de nous faire décoller par la même occasion. Alors, reconcentrons-nous du coup sur les opportunités de carrière, puisqu'on a dit on en a plusieurs. Dans une association, ou en tout cas dans l'écosystème associatif, quelles sont les opportunités qu'on puisse avoir ? Il y en a énormément en fait dans le monde associatif, parce qu'après, selon on va dire vos capacités, que ce soit régisseur, que ce soit coach, que ce soit manager, des associations e-sport, il y en a plein. Après, il faut juste savoir sélectionner la bonne, hein, comme on dit. Il y a toujours des associations qui débutent, qui ne sont pas vraiment coordonnées, qui ne sont pas vraiment organisées. Nous, on a toute une hiérarchie avec des responsables de pôle, des adjoints et ainsi de suite. Donc, on va vraiment, et moi j'y tiens, c'est de vraiment former toutes les personnes et de les faire évoluer. Donc, c'est vraiment de les tirer vers le haut dans leur carrière, mais carrière professionnelle. Dans l'e-sport, certes, mais carrière professionnelle quand même. Oui, donc c'est acquérir des compétences sur des sujets qu'on maîtrise ou pas, pour avoir après, professionnellement parlant, des opportunités. C'est justement peut-être ce que Jules, tu as pu avoir. Ouais, donc pour revenir sur cette question des opportunités, je pense que dans le milieu associatif, il y a une grande chose à prendre en compte, c'est la recherche de fonds. Puisque quand on souhaite participer à une LAN, quand on souhaite réaliser un projet, très souvent on a besoin de fonds. Et donc c'est, je pense, cette recherche de partenaires, de sponsors, qui est extrêmement bonne à faire et à avoir. En fait, l'aspect commercial, le développement du coup de l'association d'un point de vue commercial, il est très important parce qu'il va permettre de se créer un réseau, rencontrer de nombreuses personnes, mais aussi d'aller sortir de sa zone de confort et de rencontrer des nouveaux interlocuteurs. Et ça, je pense, c'est quelque chose par lequel toutes les personnes qui souhaitent un jour travailler dans l'e-sport devraient faire, puisque sans fonds, c'est compliqué de venir débloquer des gros projets. On peut commencer à faire des choses, on peut organiser des petits événements, mais au bout d'un moment, il faut des partenaires, il faut des sponsors. Et ça, c'est quelque chose, à mon avis, qui est le plus important et le b.a.-ba dans notre écosystème. Et si je peux rebondir là-dessus, avoir des sponsors et avoir des fonds, c'est ce qui est de plus difficile pour une association. Et c'est peut-être aussi celui qui va donner, c'est l'élément qui va donner peut-être ce côté professionnel-là aux associations. C'est une question. Pas forcément, parce que c'est pas parce qu'on arrive à avoir des fonds qu'on passe pour un professionnel. On peut passer très bien pour un professionnel même sans fonds. La preuve, nous, ça fait 3 ans qu'on fonctionne sans fonds et qu'on arrive à se débrouiller, on va dire, comme on peut. Aujourd'hui, on touche la scène professionnelle, mais c'est sûr qu'avec des fonds, ce serait beaucoup plus simple. Peut-être plus rapide aussi. Et beaucoup plus rapide, ouais. J'ai compris, merci. On va se concentrer aussi sur les futures opportunités qu'on puisse avoir en e-sport. Jules, vous pouvez peut-être nous en parler. Comment ça se passe quand on veut passer donc de ce domaine associatif à ce domaine pro en ayant acquis des compétences dans le domaine associatif ?
Je pense que tout d'abord, j'en parlais tout à l'heure, mais le réseau professionnel, c'est quelque chose qui aura sûrement été développé lors du passage dans le milieu associatif. Au-delà de ça, comme disait Cédric, on acquiert des réelles compétences en travaillant dans le milieu associatif, et c'est des compétences qui vont être entendues par les recruteurs et les recruteuses. Je prends mon exemple, lorsque j'ai joué à League of Legends, j'ai joué énormément de mes 16 ans à mes 23 ans. Et en fait, toutes les compétences de savoir-être que j'avais développées lors de ces compétitions, c'est des choses qui m'ont énormément servi dans mes entretiens et dans les opportunités de carrière que j'ai eues. Donc en fait, il y a un gros travail à faire au niveau d'arriver à vendre ces compétences. Puisqu'en fait, les recruteurs et recruteuses que vous aurez devant vous, ces personnes-là ne sont pas forcément au courant de ce qui se passe dans l'e-sport, de tout ce que vous apprenez, mais en réalité, que ce soit le milieu associatif ou le fait d'être joueur, c'est des choses qui humainement et professionnellement apportent énormément. Et ça, c'est très important de savoir le vendre en fait, de bien savoir le vendre. Oui, c'est savoir mettre en avant, c'est les compétences qu'on a acquises dans le domaine associatif. Exactement, ouais. Après, je dirais que c'est difficile de pouvoir les mettre en avant parce qu'aujourd'hui, l'e-sport, les jeux vidéo, on est vachement critiqués. Mais pour les écoles, les structures et ainsi de suite, les jeux vidéo, pour les enfants, c'est pas forcément bon, pour leur mémoire, pour ainsi de suite. Moi, je dirais plutôt qu'on devrait surtout se retourner sur l'encadrement au niveau des parents, parce que les jeux vidéo peuvent nous permettre de développer énormément de choses, comme la stratégie, comme les réflexes, par exemple avec un jeu de tir. On va pouvoir développer également tout ce qui est créativité sur certains jeux. Donc pour moi, je dirais pas que les jeux vidéo, c'est pas forcément bon pour les enfants. Ça leur permet de développer d'autres capacités qu'ils ne développeraient pas à l'école. Par contre, il faut que ce soit encadré. Et si c'est pas encadré, forcément, ça dérape. Mais c'est aussi par l'encadrement justement que se passe la professionnalisation du milieu. Et c'est ce que vous avez apporté dans votre association, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Donc moi, j'ai vraiment encadré les choses. Aujourd'hui, certes, on est des joueurs e-sport, certes, on joue aux jeux vidéo, mais bon, à côté de ça, il faut du physique aussi, parce que rester devant un ordinateur, on atrophie les muscles si on bouge pas. Donc le but, c'est de pouvoir développer aussi son corps, parce que comme on dit, bien dans sa tête, bien dans son corps, c'est exactement la même chose pour l'e-sport. Une personne qui va, on va dire, être bien dans son corps, va attaquer un tournoi beaucoup plus serein qu'une personne qui ne se sent pas forcément bien. Voilà. D'accord, donc cet encadrement aussi reste important, merci de nous le dire. Une dernière question sur les opportunités professionnelles. Comment est-ce qu'on peut passer, quand on a eu ce premier contact avec une entreprise qui veut travailler dans l'e-sport et qui veut amener ce que nous, on peut amener avec nos compétences qu'on a acquises justement dans des associations, comment est-ce qu'on fait pour justement vendre ces compétences-là qu'on a? Puisque, vous l'avez dit Cédric, on acquiert beaucoup de compétences dans des associations, qu'on soit bénévole ou non. Et Jules, justement, toi, tu as réussi à mettre ça en pratique pour être payé pour ce que tu fais. Ouais. En fait, je pense que tout d'abord, il faut arriver à mettre en contexte et à créer des parallèles chez ton interlocuteur. En fait, c'est très simple. La personne en face de toi n'a aucune idée de ce qu'est l'e-sport, de ce qu'est League of Legends et toute la capacité de gestion que ça peut créer en toi. En fait, il faut arriver à imager ce jeu et à le simplifier au maximum pour que la personne en face de toi le comprenne. Et en fait, à partir du moment où cette personne est un minimum ouvert d'esprit et arrive à comprendre ça, derrière, c'est un boulevard en fait. Ces personnes-là, elles se rendent compte que tu es quelqu'un de très qualifié et qui a appris beaucoup de choses, comme aurait pu le faire quelqu'un qui aurait pratiqué un sport professionnel pendant des années. En fait, les joueurs e-sport, c'est des joueurs qui, très souvent, doivent s'améliorer de manière autonome pendant une longue durée avant d'avoir un encadrement, comme on l'a dit. Mais ce développement autonome, cette autocritique, en fait, c'est vraiment une énorme qualité que peu de gens ont et qui fait la différence entre un candidat et un autre, tu vois. Et par exemple, cette autocritique, c'est quelque chose que tu peux vendre en entretien. J'ai dû, quand j'ai commencé à jouer à League of Legends, j'étais bronze, tu vois, j'avais Iron, l'un des pires classements, et à la fin j'ai fini Challenger. En fait,
quand tu arrives à faire ton autocritique sur une aussi longue durée, c'est une preuve formelle pour les recruteurs et les recruteuses que tu as ta place dans leur entreprise. Donc c'est vraiment quelque chose à mettre en avant et encore une fois à bien mettre en contexte pour que la personne puisse le comprendre. Oui, c'est savoir le traduire pour permettre aux gens de le comprendre. Ouais, exactement. Super, merci beaucoup. Petite question que j'avais à vous poser quand même pour clôturer ce débat. Comment est-ce que vous voyez l'évolution professionnelle de l'e-sport dans 5 ans? Alors, très personnellement, je pense qu'il y a une grosse question au niveau des droits de diffusion en e-sport. Je pense qu'actuellement, si on recoupe un petit peu sur les 4 grandes parties prenantes de l'e-sport que sont les éditeurs, les sponsors, les équipes et disons les tiers parties, tout ce qui va être organisateur, agence, etc. Je pense qu'il faut arriver à trouver un équilibre économique, chose qui n'est pas forcément le cas, notamment au niveau des équipes où c'est extrêmement dur de verser un salaire aux joueurs, là où les éditeurs de jeux pourraient mettre en place des moyens de rémunérer les équipes. Je prends par exemple les skins Valorant, les bundles, où l'équipe va récupérer un pourcentage des ventes. Donc je pense qu'il y a un équilibre économique à trouver et que l'aspect des droits de diffusion, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Actuellement, les compétitions sont diffusées sur Twitch gratuitement, mais quand on compare à du sport traditionnel, le foot par exemple, les compétitions coûtent en termes de droits de diffusion. Donc, de mon point de vue, si un jour les éditeurs arrivent à commercialiser ces droits de diffusion, ou en tout cas à trouver un juste milieu, on voit que les spectateurs sont prêts à payer des subs Twitch. Pourquoi ils ne seraient pas prêts à payer un sub bundle pour regarder une compétition pour 5 €? Et en fait, on se rend compte que si toute l'audience était prête à payer cet argent, ça pourrait faire des gros montants. Ça, c'est quelque chose qui pourrait être reversé aux équipes et qui pourrait permettre à l'écosystème de s'agrandir énormément. Donc je pense qu'il y a cette question des droits de diffusion qui est très très importante dans les 5 ans à venir. D'accord, donc dans les droits de diffusion qui permettraient une entrée d'argent et une économie fiable dans l'e-sport. Plus saine et plus stable pour les clubs, pour qui c'est extrêmement dur, et pour toutes les autres parties prenantes en dehors des éditeurs. D'accord, merci beaucoup. Cédric ? Je rejoins complètement ce que tu dis. Hein. L'écosystème actuel de l'e-sport n'est pas forcément bien, on va dire, n'a pas été bien structuré. Aujourd'hui, pour les petites associations, c'est très très difficile de pouvoir évoluer, manque de fonds, tout simplement. C'est pour ça que moi, dans les 5 ans à venir, hein, tu connais mon projet, je suis en plein projet de développement d'une arène e-sport pour pouvoir justement transformer mon staff qui sont des bénévoles associatifs en salariés d'une entreprise. Donc là c'est pareil, c'est encore une question de fonds. Hein. Donc on cherche forcément des investisseurs à droite à gauche et on essaye de structurer justement tout cet écosystème e-sport. Donc je ne peux pas rentrer trop dans les détails par rapport au projet parce que c'est encore, on va dire, caché. Oui. Voilà, on attend d'avoir plus d'avancement pour pouvoir le divulguer, mais sachez que c'est un très très gros projet qui est unique dans le monde. Donc on travaille dessus déjà depuis plus d'1 an et demi. Et pour moi, par rapport aux 5 ans, comme pour en revenir à ta question, comment je le vois, beaucoup plus structuré par rapport à actuel. Beaucoup moins axé sur les équipes professionnelles, parce qu'aujourd'hui les équipes professionnelles ont le monopole, et aujourd'hui même si tu es une petite association et que tu crées une équipe qui a du niveau, tu te la fais vite absorber parce que tu ne peux pas financer tes joueurs. Les grosses équipes, eux, le peuvent grâce à leurs sponsors, sauf que s'ils perdent leurs sponsors, ils perdent tout. Aujourd'hui, moi ce que je veux, c'est vraiment structurer les choses pour pouvoir pas vivre des sponsors, mais vivre de moi-même, c'est-à-dire être autonome. Et les sponsors, c'est que du plus. Merci beaucoup d'avoir participé à cette conférence et merci d'avoir apporté vos expertises, chacun. Je vous souhaite une très belle après-midi. Merci à vous. Merci à toi de nous avoir invités. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Nous, on va continuer les conférences avec la prochaine conférence qui sera sur la santé et l'e-sport. Jouer, oui, mais bien. Merci. Merci à toi.